Bref, donc pour ceux qui me connaissent très, très bien, ceux qui me connaissent pas encore, donc je m'appelle Flore, je suis, initiatrice sorcière et je suis aussi, du coup root worker. Donc qu'est-ce qu'un root worker? Tout simplement, c'est un praticien du Hoodoo. Donc ça, on aura sûrement l'occasion d'en parler. Du coup, mon métier est différent à différents niveaux, on va dire. Dans un sens, j'enseigne la sorcellerie, donc la sorcellerie européenne, et j'enseigne également sur des sujets un tout petit peu plus spécifiques, mais qui sont surtout mes passions, à savoir du coup la magie des plantes et notamment la magie des ancêtres. Voilà. Donc ce soir, je vous avoue que je vais vous partager une de mes grandes passions, c'est celle des ancêtres. Alors voilà, donc ce soir en fait, mon boulot, ma mission, qui est pas facile, mais que j'espère vraiment pouvoir vous communiquer, c'est vraiment de vous communiquer cette passion que j'ai pour les ancêtres, mais de vraiment percevoir l'énergie que moi, je perçois quand je pratique cette voie des ancêtres, en fait, tout simplement. D'ailleurs, je vous ai dit que j'avais un cadeau, ça, je vous le dirai un petit peu plus tard, ok? Euh, donc, en fait, quand je donne cette conférence, mon intention de base, c'était vraiment de me dire qu'en Europe, on n'a pas cette habitude-là de la culture des ancêtres. En fait, on n'a pas cette habitude de percevoir la mort comme quelque chose qui n'est pas terminé déjà, mais aussi percevoir la mort peut-être comme quelque chose qui peut être joyeux, entraînant et vivant. Donc, c'est carrément une antithèse de dire que la mort est vivante, mais il y a vraiment quelque chose de ça. Et je me suis vraiment dit que j'avais envie de communiquer ça, vraiment quelque chose de différent. Et en plus de ça, c'est quelque chose qu'on trouve nulle part ailleurs. Parce qu'en fait, donc je suis en train de travailler sur une formation sur les ancêtres, n'est-ce pas? Bon, voilà. Euh, et, euh, et je me suis vraiment aperçue en fait que la littérature était très 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 pauvre à ce sujet. D'ailleurs, la plupart des personnes n'ont aucune conscience en fait que la pratique des ancêtres est possible, que c'est une voie de pratique à part entière, qu'elle fait partie de la sorcellerie, qu'elle est présente dans énormément de cultures à part l'Europe. Et c'est pour ça qu'on n'a pas ce lien de proximité avec les ancêtres et c'est bien dommage parce qu'on perd énormément à ne pas travailler avec eux et surtout à les considérer comme morts, j'ai envie de dire, comme quelque chose de terminé auquel on n'a plus accès. Et je pense que c'est aussi ça qui a nourri finalement en Europe cette image très très négative, triste et froide de la mort que l'on a en fait. C'est-à-dire que, voilà, bon, je n'ai pas besoin de vous donner les détails, mais vous savez qu'en Europe, quand il y a un décès, bon, c'est quelque chose de terrible. On est surtout tous habillés en noir, il ne faut pas faire de vagues, il faut pleurer, il faut être froid, triste, c'est terrible. Voilà. Et je suis entièrement d'accord, je partage la douleur de cet instant, hein, soyons bien d'accord. Mais il faut aussi considérer que dans d'autres cultures, d'autres choses existent en fait. Et à partir de là, quand on ouvre les yeux sur le monde, on se rend compte que nous, on est presque les seuls à percevoir cette chose comme quelque chose d'hyper triste que la mort, les ancêtres comme quelque chose d'interdit, je vous dirais même, parce qu'en vrai, en Europe, quand vous parlez des esprits en général, que ce soit amérantes, ancêtres, etc., c'est tous dans la même boîte et c'est caca. Voilà, c'est interdit. Voilà, c'est interdit. On ne parle pas des esprits. C'est quelque chose de dangereux. Il faut pas y toucher. Blablabli, blablabla. C'est quand même terrible. Il faut savoir nuancer le discours. De toute façon, même quand vous croisez des personnes, moi j'adore, qui disent moi je crois pas aux esprits, il y en a toujours un con autour de la table qui a forcément des anecdotes à propos de ça, qui va commencer à parler de fantômes et de je ne sais quoi. Donc à un moment donné, en Europe, qu'on ne croit pas aux esprits, très très bien, mais à un moment donné, ne soyez pas hypocrite avec vous-même. Et ouvrez les yeux sur le monde parce qu'il y a une culture incroyable autour de ça. Que ce soit du côté asiatique, il y a une culture des ancêtres, un respect des morts qui est incroyable avec des petites coutumes qui sont absolument géniales, je trouve. Je suis allée, j'ai une anecdote, j'ai plein d'anecdotes sur les ancêtres, mais voilà. J'ai pu visiter il n'y a pas si longtemps la maison d'une Vietnamienne pure souche. J'ai rougi à la taille de son hôtel aux ancêtres. Voilà, le mien à côté, c'est n'importe quoi. Elle avait un hôtel absolument énorme avec des offrandes, mais voilà, avec des boîtes de chocolat. Dieu sait qu'à Noël, les chocolats coûtaient cher cette année. Il y avait des chocolats partout. Il y avait des bouteilles de whisky, de rhum, des photos. Il y avait des offrandes partout. Il y avait un autre hôtel dans la cuisine. Ils avaient un iPod réservé à eux avec de la musique qu'ils aimaient. Enfin, vous voyez, on va vraiment loin, quoi. Et parfois, en fait, cette femme-là appelait son fils qui était en France pour qu'il allume l'iPod aux ancêtres. Voilà. Là, je me suis dit, je me couche. Moi, j'ai plus rien à dire là. J'étais abasourdie, j'ai adoré, c'était magnifique. J'ai pas pu prendre de photos, bien sûr, par respect, j'aurais adoré.
vous partagez ça, mais pas du tout. Donc en Asie, voilà, c'est quelque chose de très présent. Vous allez en Afrique, encore mieux. Enfin, je veux dire, c'est énorme. Il y a beaucoup de pratiques différentes en Afrique, donc différentes religions comme le vaudou, mais aussi beaucoup d'autres choses où les ancêtres ont une grande place. Si par exemple vous avez une question dans la vie, au lieu de vous dire, bah écoute, va voir, je sais pas moi, va voir ta meilleure amie ou va voir un médium, on te dira, mais débrouille-toi, va voir tes ancêtres en fait. Vous voyez, on en est vraiment au point là. Ils partagent vraiment la vie au quotidien. Euh, et il y a tout un calendrier qui est organisé autour des ancêtres aussi. On va fêter des choses tout au long de l'année. Donc ça moi, j'en parlerai dans la formation parce que là, sur une conférence, on est beaucoup trop court. Mais il y a tellement de choses qui existent, mais les ancêtres ont une place considérable. Par exemple, par contre, en Afrique, c'est intéressant. On va toujours servir les offrandes aux ancêtres dans de la vaisselle cassée qui aura été recollée. Pourquoi? Parce que les ancêtres ont une grande place. Hein. Donc, quand on apprend à développer la pratique de la voix des ancêtres, très intéressant, on va donc leur laisser une grande place dans notre vie. Hein. Ça va devenir nos meilleurs conseillers, nos meilleurs guides, parce que le but, c'est de créer un lien de proximité. Et ça se fait très facilement. Il n'y a pas besoin de sacrifier des poulets ou je ne sais quoi. Vous pouvez, hein, dans certaines cultures, c'est tout à fait normal. C'est hélas pas le sujet ce soir. J'aurais adoré vous en parler beaucoup plus de ça. Parce que je sais qu'on saute au plafond quand on parle de sacrifice de poulet. Or, c'est quelque chose de très normal ailleurs. Bref, mais ce lien de proximité-là fait que les ancêtres prennent plus en plus de place. Les ancêtres restent aussi... Alors moi, je note tout de suite et je vous dis, quand je parle d'ancêtres, je ne parle pas d'âme errante. Soyons bien d'accord, je ne parle pas d'âme errante, ce n'est pas la même chose. Et j'explique comment faire la différence entre les deux et travailler simplement avec les ancêtres qui sont passés de l'autre côté et qui sont en paix. D'accord? Ok? Donc à partir de là, ils peuvent prendre beaucoup de place dans un sens. Parce que ce qu'on adore aussi chez eux, c'est qu'ils gardent une forme de polarité. C'est-à-dire... quelque chose qui leur reste de leur vivant, de leur caractère, de quelque chose qu'on aime beaucoup chez eux, plus ou moins, on va dire, avec parfois un humour un petit peu douteux ou approximatif, ce qui peut être très plaisant pour certains et beaucoup moins parfois. Et donc, en fait, en Afrique, par exemple, pour marquer et garder cette limite, cette différence entre les morts et les vivants, on va par exemple utiliser de la vaisselle cassée qui aurait été recollée, pour bien dire, ok, je t'invite, je travaille avec toi, j'adore ta présence, etc. Mais par contre, n'oublie pas que tu es de l'autre côté et que moi, je suis vivant, d'accord? Parce que eux peuvent oublier ça. C'est facile d'être en paix, du coup. Nous, on l'est pas du tout. On en parlera juste après, d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà. Et après, quand vous allez tourner le regard un petit peu vers l'Amérique, voilà, là c'est très très connu, la Dia de los Muertos et plein de choses comme ça, plein de fêtes où on honore énormément les ancêtres. Il faut même savoir que dans certaines cultures, le culte des ancêtres prend plus de place que la religion elle-même. Alors pourquoi? Ça justement, ça me fait passer sur l'autre point qui est très intéressant. C'est en fait pourquoi pratiquer la voix des ancêtres finalement. Qu'est-ce qui est intéressant et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne va pas déranger les morts? Alors sachez que c'est plus eux qui nous dérangent que nous qui les dérangeons, entre grands guillemets. Après, on se comprend. On ne va pas non plus les solliciter tout le temps pour la moindre bredouille. Ça ne sert à rien et au bout d'un moment, ils ne répondront pas. Mais les ancêtres, il faut savoir une chose, c'est que vous êtes le trésor pour eux. Vous êtes la prunelle de leurs yeux. Vous êtes la chose qu'ils ont le plus espéré dans votre vie, dans leur vie, excusez-moi. Mettez-vous à leur place. Dans votre vie, là, actuellement, ce que vous vivez. Votre travail, vos efforts, vos prières, vos espérances, vos rêves, vos projets, tous les efforts que vous mettez à grandir, à évoluer, etc. Quel est votre vœu, justement, si vous aviez une descendance? Ou si, par exemple, vous êtes déjà maman ou papa et que vous voulez être grand-mère ou grand-père, qu'est-ce que vous avez comme espérance pour vos petits-enfants? Mais c'est justement qu'ils ne ramassent pas les mêmes casseroles que vous, par exemple, qu'ils aient beaucoup moins de karma, que tout soit léger, qu'ils soient heureux, que tout soit facile dans la vie. Et surtout, une chose, c'est qu'ils puissent réaliser ce que vous n'avez pas pu, ce qu'ils n'ont pas pu réaliser avant vous. Voilà. Donc, mettez-vous à leur place. Les ancêtres, pour vous, c'est un trésor, dans les deux sens. Pour eux, vous êtes le dernier maillon de la chaîne et tout ce qu'ils veulent, c'est surtout la pérennisation de leur lignée. C'est que la lignée continue, qu'elle grandisse, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit riche. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quand je dis riche, ça peut être riche du cœur aussi, mais ça veut dire en tout cas être épanoui. Enlever les drames de la lignée.
Parce que dans l'autre sens, une lignée, quand on parle des ancêtres, souvent, on a cette vision de se dire: «Ah oui, donc c'est papy, mamie, c'est grand-tonton, grand-tata, appelez-ce comme vous voulez». Mais imaginez que la lignée des ancêtres, ça remonte à la première mère de votre lignée. Donc je ne sais pas si vous arrivez à imaginer, mais ça remonte presque à la préhistoire, en fait, à la première personne qui a engendré la future lignée qui allait donner naissance à vous et votre famille actuelle. C'est énorme. Une lignée, donc votre lignée de sang, ce sont des milliers de personnes, voire peut-être même des millions. Moi-même, j'en ai aucune idée, j'arrive pas à me rendre compte. Donc le culte des ancêtres, quand on se dit: «Ah, OK, je vais pratiquer le culte des ancêtres, je vais pratiquer les rituels avec eux, la divination et cetera», on imagine souvent deux, trois ancêtres comme ça de la lignée, ascendante, mais en fait, ce sont des milliers de personnes. Donc quand vous allez travailler la voie des ancêtres, le culte des ancêtres, le lien que vous allez développer, c'est pas avec 2 ou 3 ancêtres, c'est avec des milliers. Alors certes, vous n'allez pas créer un lien de proximité avec tous les ancêtres, ça c'est pas possible, pour une seule et même raison. C'est en fait la ressemblance, c'est un truc tout bête. Je parlais tout à l'heure des rêves des ancêtres. Votre lignée, c'est des milliers de familles différentes qui se sont reliées ensemble. Sauf pour les consanguins, mais ça c'est une autre question. Et je vous rappelle aujourd'hui que la consanguinité est interdite par la loi. Bref. Mais en tout cas, tous ces croisements-là, il y a autant des ancêtres qui vous ressemblent pas, qui n'ont rien à voir, qui sont tellement ancestraux qu'ils se souviennent même plus qu'ils ont une lignée d'ailleurs. Mais il y a d'autres ancêtres que vous ne connaissez même pas, que vous n'avez jamais vus en photo parce que les photos n'existaient pas à cette époque-là, qui ont peut-être le même prénom que vous, ce qui signifie que vous avez un prénom de gisant. Voilà, si vous ne connaissez pas le terme, félicitations, en voici un nouveau qui va vous peser sur le karma. C'est le prénom de gisant, ce qui fait que vous rattrapez aussi une part de karma de votre ancêtre, évidemment. Ça, c'est le petit jeu. Ça, c'est le petit jeu des deuxième, troisième, quatrième prénoms à tous s'appeler Jean-Albert là-dedans parce qu'il y a un premier Albert dans la famille. Ils ont tous voulu s'appeler comme ça. Bah, tous les Albert, ils vont tous prendre cher de la même façon. Ça, c'est un autre cadeau des ancêtres, n'est-ce pas? On en parlera peut-être après si on a le temps. Bref, mais en tout cas, ce Jean-Albert peut-être, vous ressemblez beaucoup dans sa vie à lui. Peut-être qu'il avait le même prénom, peut-être qu'il avait le même métier, peut-être qu'il avait les mêmes aspirations qu'il n'a pas pu réaliser. Vous voyez? Peut-être qu'il avait des talents cachés qu'il n'a jamais pu exploiter. Pour une raison ou pour une autre, parce que à cette époque-là, c'était peut-être pas possible. Et vous, aujourd'hui, vous avez toutes les possibilités, en 2025, de faire ce qu'il n'a pas fait. Donc ce Jean Albert que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam et qui remonte peut-être à 15, 20, 30 générations, peu importe, bah du coup, va être très proche de vous, parce qu'il vous ressemble beaucoup. Et d'ailleurs, en fait, ça, ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire que les similitudes de personnalité, de métier, etc., sont en fait un résultat, ce qu'on appelle un don, des ancêtres. Parce que oui, ils donnent des dons. En dehors de donner des casseroles que vous appelez tous karma, transgénérationnel et autres drames, les ancêtres donnent aussi des cadeaux. Donc ces cadeaux-là, ça peut prendre de multiples formes en fait. Ça peut prendre la forme de dons. Alors quand je parle de dons, c'est pas forcément la médiumnité, la sorcellerie, ces choses-là, hein, pas forcément. On peut vraiment parler, par exemple, admettons, vous naissez dans une famille d'artisans, non pas du tout, excusez-moi, de tout autre métier que artisan justement, mais vous avez un talent pour la peinture. Vous ne savez pas pourquoi, vous êtes capable de peindre comme les plus grands peintres. Vous avez un talent inné pour le dessin que personne ne s'explique, sachant que dans votre famille, personne n'aime même la peinture en fait. Vous faites partie d'une famille de bûcherons, de chasseurs, de je ne sais quoi, très masculin, très tout ça. Et vous, vous aimez peindre de la pointe de vos doigts. Voilà. Et d'où ça vient ce machin-là? Bah, félicitations, vous avez reçu un cadeau des ancêtres. Ou alors, ça on le voit dans l'autre sens, dans une famille qui a toujours le même métier. Voilà, on va remarquer par exemple les boulangers, certaines formes d'artisanat, etc. Bah là pareil, c'est pas simplement de père en fils, parce que le père, il met la pression au fils pour que le fils fasse la même chose et que donc le fils qui est traumatisé reporte son trauma sur le petit-fils. Bah, tu vas faire le même métier que moi parce que moi, j'ai pas le choix. C'est pas du tout ça. Il y en a, c'est une passion. Et là, c'est un cadeau, c'est un don. Et ces gens-là, ils naissent avec le don d'exercer ce métier. Pourquoi? Parce que les ancêtres, en fait, tout simplement, c'est une famille qui est dédiée à un métier. Et chaque lignée de sang a une mission. Voilà,
avec, alors quand je parle de mission, ça peut être quelque chose pour les artisans, c'est très clair, c'est très simple. OK, bah, boulanger, très bien, vous avez un don pour faire du pain, magnifique. Il y en a, ça va être des missions qui vont être beaucoup plus, étendues, donc beaucoup plus floues. Mais on a des familles, par exemple, de pompiers. Mais, par exemple, le petit-fils ne sera pas obligé d'être pompier. Peut-être qu'il va être médecin, peut-être qu'il va être, je sais pas moi, maître nageur. Enfin, vous voyez, il va être là pour sauver les gens. Voilà, donc on a des lignées comme ça. Donc c'est pas simple souvent dans les lignées de distinguer quel est le talent, quel est ce qui vous relie en fait. Mais sachez qu'il y a toujours quelque chose qui vous relie avec vos ancêtres. Vous êtes beaucoup plus proche d'eux que vous ne le pensez, mais vraiment. Et j'insiste sur ce mot parce que je sais à tel point en Europe, on n'a pas du tout l'habitude de se dire ça. On marche souvent par affection envers nos ancêtres. «Ah bah, j'aimais bien celui-là, mais j'aimais moins celui-là. Alors voilà». Mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Il y a vraiment, des similitudes entre vous, personnalité, nom, affection, peut-être secret, des dons, des affinités, des choses comme ça qui vous rejoignent, en fait. Et en fait, avoir conscience de tout ça, c'est exploiter un potentiel qui est assez secret de base, hein, parce qu'aller parler à vos familles, aller faire des recherches dans vos lignées à propos de ça, c'est très, très, très compliqué. Et pourtant, la manière en tout cas de court-circuiter, on va dire, le circuit, c'est-à-dire que quand on se renseigne sur nos ancêtres, on va aller voir nos parents, nos grands-parents et après bon, la recherche, elle devient un petit peu vaine parce que remonter aux arrière-grands-parents, déjà, il faut avoir de la chance. Vous pouvez faire des recherches de généalogie, mais c'est pas ça qui va vous dire quel est le talent de votre famille ou de vos ancêtres. Quelles histoires particulières, des anecdotes particulières partagent votre lignée. Mais par contre, travailler directement avec les ancêtres, par les rituels, par la divination telle qu'on peut le faire dans cette voie, bah, ça vous permet de court-circuiter tout le circuit si vous n'avez pas accès à vos secrets, à votre potentiel, vos dons, vos missions et cetera et cetera. Donc vous pourrez apprendre aussi à mieux vous connaître par ça, en fait. C'est quand même voilà, c'est quand même un cadeau, que je ne comprends pas qui ne soit pas dans les livres, hein. Parce que je le répète, quand j'étais en train de travailler cette conférence et je suis à côté en train de travailler une formation qui s'appelle la voix des ancêtres du coup, qui rejoint, toute la pratique donc, du culte des ancêtres, que ce soit la dévotion, les cérémonies, les rituels, beaucoup de moyens de divination avec les ancêtres pour vraiment créer un lien, pas de similitude, de proximité par contre pardon, j'y arrive plus, excusez-moi, avec vos ancêtres, beh, j'étais choquée qu'il n'y ait pas de littérature à propos de ça. Alors ce dont je vais vous parler, c'est de la pratique elle-même du houdou. Donc pourquoi il n'y a pas de littérature? Ça, je me l'explique un petit peu quand même. C'est qu'à la base, donc la pratique de la voix des ancêtres, ça s'appelle aussi, que l'on on le veuille ou non, la magie des morts. Voilà. Donc la magie des morts, si je vous dis nécromancie, vous allez sauter au plafond, vous allez croire qu'on va relever des morts, c'est pas du tout ça. Mais il y a 2 camps de pratique, on va dire. Il faut vraiment être transparent sur ça. Dans le houdou, il y a, plusieurs voies qui se dessinent, d'accord? On va travailler avec les puissances de la terre, donc les 4 éléments, les puissances du ciel, on va travailler avec les saints, avec les archanges, avec beaucoup d'énergie, christique et cetera. Et la troisième voie, en fait, c'est la voie des morts. C'est ce qu'on appelle aussi la petite nécromancie souvent. Donc petite nécromancie signifie qu'on ne va pas aller, profaner des tombes, voler les bijoux de nos ancêtres ou faire je ne sais quoi. Mais il existe effectivement une voie qui demande un très, très grand niveau de maîtrise parce qu'il y a beaucoup de dangers, c'est la voie des morts. Mais celle dont je parle n'est pas la même, d'accord? Donc celle-là, on ne va pas en parler parce que c'est quelque chose de très particulier qui se partage uniquement de mentor à élève. Qui demande des années d'expérience, des années de préparation, qui n'enlève pas les risques. Et c'est une énergie vraiment très, très, très particulière que de travailler avec les esprits des morts. Là, je parle vraiment d'âme errante pour le coup. Alors que la voix des ancêtres, là par contre, on ne la voit pas dans la littérature, donc elle est inaccessible à la plupart des gens, et pourtant c'est quelque chose d'entièrement normal, accessible, et que moi je dirais qui est primordial à chacun en fait. Parce que la voix des ancêtres, c'est ce qui vous permet d'accéder à de la connaissance, mais de la connaissance sans filtre, c'est-à-dire sans les filtres de votre histoire familiale, je parle de la cellule vivante, c'est-à-dire, vos parents, quels sont les filtres que vos parents mettent quand ils parlent de leurs ancêtres? Sachant que peut-être ils sont en conflit avec certains, donc là on va mettre des secrets, on va éviter de parler de certaines choses qui peuvent être honteuses, qui peuvent être mises sous scellé parce que, voilà, c'est pas terrible ou des conflits qui datent de plusieurs générations.
Donc sachez que quand on vous raconte l'histoire de vos ancêtres en soi, par les vivants, il y a forcément des filtres. Il y a des trucs qui ont été oubliés, qui sont juste méga importants. Ça, on a tous des anecdotes comme ça. Et voilà. Alors que la voix des ancêtres vous permettra d'apprendre à vous connaître sans filtre. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, je me donne aujourd'hui, ce devoir-là, entre grands guillemets, de parler de ça au grand public, de pouvoir communiquer le mieux possible sur la voix des ancêtres, montrer à quel point c'est accessible à tous, que ce ne sont pas des secrets, ce ne sont pas des pratiques qui sont interdites, ou des pratiques qui sont difficiles, bien au contraire, le lien aux ancêtres est quelque chose de vraiment naturel et en fait, c'est votre droit. Vous avez un droit d'accès aux ancêtres. Voilà, ça peut paraître étrange, de se dire: «Ah OK, j'ai le droit de les solliciter». Bah oui. Ouais, ouais, ils sont beaucoup plus en paix que vous, en fait, hein, faut se le dire et en fait, la première chose qui est la plus importante à leurs yeux, c'est vous. Donc quand vous avez des questions, des inquiétudes, ben, né en fait, il faut apprendre à leur demander. Donc pour ça, il y a plein de méthodes différentes que je donne dans la formation, mais apprendre à leur demander. Alors il y a quelque chose qui est très intéressant aussi, par rapport aux ancêtres, c'est qu'on pourrait se dire: mais pourquoi demander à mes ancêtres et pas, bah, voilà, à d'autres esprits quand pourquoi pas prier, par exemple Jésus, prier des saints, prier des divinités et cetera?» Il y a une grande différence entre les ancêtres et les autres esprits. Entre les divinités, par exemple, et les ancêtres. Sachez que les divinités n'ont jamais été humains. Voilà, non, non, alors par rapport, moi je m'attache en tout cas à la plupart des légendes qu'il y a. Les divinités n'ont jamais eu d'existence humaine. Ce qui fait que, d'accord, ils peuvent comprendre beaucoup de choses des humains parce qu'on les a personnifiés, humanisés, on leur a prêté, de l'ego, on leur a prêté des émotions, on leur a prêté énormément de choses, mais néanmoins ces esprits-là n'ont jamais été humains, donc en capacité de ressentir ce que vous avez pu ressentir dans les plus grands drames de votre vie. Dans les questions les plus désuètes, enfin, quand on vous écoute dans vos prières, on se dit: «Mais pourquoi elle se pose des questions là-dessus?» C'est quand même une évidence. Ben, une divinité ne va pas le comprendre. Mais pourquoi elle insiste dans cette relation toxique? Pourquoi? Voilà. Alors que les ancêtres, dans l'autre sens, eux, ils ont été humains. Eux, ils savent ce que c'est que l'impermanence des choses, une vie courte, si on veut, des drames dans la vie, des difficultés, des rêves, avoir des rêves qu'on ne peut peut-être pas réaliser, mais aussi dans l'autre sens de grand bonheur. Donc quand vous travaillez avec eux et que vous posez des questions où la plupart des esprits se diraient: «Mais pourquoi elle s'embête avec ça?» Bah, les ancêtres diraient: «Ah, mais oui, bah, je comprends, mais regarde, regarde donc dans quoi tu t'es mis. Voilà, et là tu veux mon aide, tu pouvais pas me demander avant». Ou alors dans l'autre sens: «Ah mais ça fait quand même 20 fois que tu me demandes, hein, tu toujours pas compris, hein. Comment je vais te montrer?» Et ce qui est sympa en plus avec eux, que j'aime beaucoup, c'est pour ça aussi que c'est ma passion, c'est que les ancêtres ont, une polarité. Ils sont encore polarisés par rapport à certains saints, par exemple, donc enfin, en tout cas la plupart, hein, parce que certains saints, attention, faut pas les titiller. Il faut être très correct avec beaucoup de respect et cetera et cetera. Ça, je dis pas, d'ailleurs avec tous les esprits, hein, ceci n'enlève pas ce que je viens de dire. Mais les ancêtres, c'est très différent. Ils ont cette présence, très personnelle, en fait, hein. Vous savez quand c'est eux, voilà. Parce que déjà, ils ont souvent un humour un petit peu douteux. Un truc, tout à fait relatif, hein, vraiment. Ils vont vous envoyer des signes, vous allez vous dire: «Il est en train de se foutre de moi, quoi», vraiment. En fait, pas du tout. Mais c'est juste le petit clin d'œil qui dit: «Non, non, mais je sais dans quel pétrin tu t'es mis pour la 20e fois. Ça fait 20 fois que tu répètes le même schéma, on est OK. Et voilà, je t'envoie un signe pour t'aider», mais dans un contexte, avec un humour vraiment franchement douteux, quoi. Et ça, en fait, c'est leur signature, vous voyez? Et moi, c'est ce que j'adore, en fait, dans le culte des ancêtres. C'est que vous trouverez ça nulle part ailleurs. Si vous priez un saint, donc lui aussi a été humain. Lui aussi va vous comprendre. Les saints ont, eux, une catégorie bien spécifique pour lesquels ils interviennent, sachant qu'ils vont intercéder en votre faveur auprès de Dieu. De la source, appelez ça comme vous voulez, on n'est pas dans un débat religieux. Les ancêtres aussi, ils vont intercéder en votre faveur, mais avec, je dirais pas beaucoup plus de force, mais quand même beaucoup plus de conviction, au sens où eux-mêmes se sentent investis de cette question, parce que c'est vous le petit enfant qui reste sur terre et qui est censé pérenniser la lignée et qui est dans son 20e schéma toxique. Vous voyez, j'aime bien cet exemple. C'est spectacle, c'est spectral, mais spectral, j'adore ce mot. Mais c'est vraiment ça en fait, hein. Vous le savez en plus des fois que vous vous mettez dans le pétrin, et que là vous demandez toutes les questions du monde, vous appelez à l'aide à tout l'univers et puis personne qui vous répond.
Bon voilà, les ancêtres, voilà, ils vous répondront sûrement avec un petit peu d'humour, un petit peu de personnalisation dans le signe, vous voyez? Donc une des anecdotes, je ne sais pas si vous avez remarqué derrière moi, il y a un sacré hôtel des ancêtres, n'est-ce pas? Tenez, je vous laisse voir. Il est quand même assez magnifique, hein. Voilà, et d'ailleurs je le mets, dans la formation que j'ai écrit en toute humilité et en toute intimité, je dirais, parce que c'est vraiment une formation intime, heu, où je parle de moi, où je parle de comment je perçois les ancêtres et que j'essaie vraiment de transmettre, cette passion que je suis en train de vous transmettre à l'instant. Et en fait, depuis que j'ai déménagé, donc il y a déjà quelques mois, j'avais placé mes ancêtres quelque part dans ma pièce de cérémonie, n'est-ce pas? Et en fait, ils me faisaient la gueule, voilà. Donc en plus, je préparais cette formation et j'étais en train de dire: «J'écris cette formation alors que mes ancêtres me font la gueule». Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Est-ce que j'ai envie de développer un syndrome de l'imposteur? Alors non, pas du tout. Mais effectivement, si ça peut répondre à ce petit problème, ce serait plutôt pas mal. Et effectivement, d'avoir rédigé cette anecdote, que je vous raconte maintenant, donc vraiment, je les avais mis là, en fait, vous voyez là, il y a la fenêtre et en bas, j'avais mis un meuble qui s'appelle une couturière, en tout cas moi j'appelle ça comme ça. C'est un meuble à couture, vous savez, qui s'ouvre en plusieurs niveaux. J'ai trouvé ça absolument génial comme idée, hein. Donc je l'ai ouvert et tout, et ça me permettait de mettre toutes les photos, les offrandes, plein d'objets et tout. Je trouvais ça magnifique et tout. Et j'allumais des bougies, des encens, je faisais des cadeaux et tout. Aucune énergie. Je me dis: «C'est pas possible. Ils aiment pas la Bretagne». Mais parce que mes ancêtres sont très, très vosgiens, bon, à part qu'ils sont aussi éclatés et cetera. Mais mon nom de famille de base, apparemment, est breton. Donc je me disais: «Ils se moquent de moi vraiment, mes ancêtres». En fait, je reviens à la terre de mes ancêtres, normalement, hein, paraît-il, et ils me font la gueule, quoi. Et j'ai mis plusieurs mois comme ça à comprendre, parce que ça prend du temps, hein. Je me dis: «Voilà, ils me laissent peut-être emménager, faire mes trucs, je sais pas, mais bon, ce serait cool quand même de». Voilà, je me suis un peu habituée à leur présence quand ils me laissent des briquets allumés, quand ils m'explosent des bouteilles d'Aqua Florida. Bon, ça, j'en parle aussi dans la formation, ces petites anecdotes que j'aime. Et là, rien. Mmh. Et du coup, en rédigeant cette formation, j'ai compris que la place ne leur plaisait pas. Voilà, donc on est proche d'un caprice, je veux rien dire, on est proche d'un caprice. Mais quand on développe vraiment, je dis ça avec affection et humour, hein, sachez-le, hein, je ne suis pas en train de dire à mes ancêtres qu'ils sont capricieux. Mais voilà, quand on tisse du lien de proximité avec eux, il faut savoir qu'ils prennent de la place. Donc j'ai toujours cette limite avec eux, mais voilà, il y a quelques trucs quand même où c'est autorisé. Et en fait, je me suis posé vraiment la question: «Qu'est-ce qui se passe?» J'en ai parlé à mon compagnon, je dis: «Regarde, ils me font la gueule, hein». Et il me dit: «Mais regarde, dans ta pièce de cérémonie, qu'est-ce que tu as en face de ton hôtel aux ancêtres?» Donc là, je dis: «Beh, j'ai un énorme hôtel. J'ai un énorme hôtel de pratique où je fais mes rituels dessus, qui est grandiloquent, voilà, parce qu'il me faut de la place quand même pour faire tous mes trucs». Il me dit: «Bah, c'est pour ça, en fait, tu les as mis en face, sous la fenêtre, proche du sol, comme ça, voilà». La fille qui doute de rien. Et là, je me suis dit: «Ah ouais, 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 c'est vrai que j'ai peut-être fait une petite erreur de conduite, en fait». Le problème, c'est que ma pièce est toute petite, donc je l'adore comme ça, mais j'ai pas 150 possibilités de faire ça. Donc en fait, j'ai bien compris que bientôt, ça allait faire comme ça ou comme ça, mais que je vais devoir échanger, en fait, les choses voilà, il y a pas assez de place pour eux. Voilà, c'est ce genre de truc-là qu'on retrouve dans le culte des ancêtres. Où voilà, vous allez ouvrir le placard et avant de prendre le verre vient à vous. Voilà, ça c'est purs ancêtres qui, bah tiens, je vais t'aider. Voilà, pure relaxation, relation de proximité avec les ancêtres. Voilà à quoi ça ressemble. Mais ce sont des bonnes choses. Il n'y a pas de mauvaises choses. Il y a pas de, ils vont pas venir vous embêter négativement, vous voyez. Ils vont juste être présents à leur manière, avec un humour relatif, une présence très personnalisée. Et c'est ça, en fait, qu'on aime chez eux. Voilà, d'accord. Je priorise les questions. Comment on fait Fleur quand on ne connaît aucun de ses ancêtres ni de sa lignée? Dominique, je note ta question. Sache que j'ai pensé à toi en préparant cette conférence et que je comptais en parler. Donc je me note parce que je vais en parler juste après, donc pour les personnes qui sont orphelines ou adoptées. Comment on fait pour travailler avec les ancêtres? Surtout que vous, les personnes qui ont vécu des choses comme ça, qui viennent, qui sont orphelins, qui viennent, voilà, qui ont été adoptés, qui n'ont aucune connaissance ni de leur culture, ni de leur terre, ni de leur famille, vous avez de justes raisons l'impression peut-être de vous dire que vous n'avez pas le droit de pratiquer la voie des ancêtres, pas le droit de communiquer avec eux, de créer une reliance. C'est qui est en fait tout le contraire. Parce que par la voie des ancêtres, vous pouvez accéder à ce qui vous a toujours été volé, perdu, excusez-moi, ou pris bien trop tôt. Excusez-moi, je récupère mon stylo. Bref, et donc vous avez tous les droits. Je parle juste après, promis, de ça. Merci Laurent, je te suis aussi.
La voix des ancêtres passe néanmoins par un hôtel aux ancêtres avec les ancêtres dont on a des photos. Est-ce que les photos sont vraiment nécessaires? Ça me gêne, j'en ai pas. Alors la voix des ancêtres passe effectivement par un hôtel aux ancêtres. Donc ça, là, ce soir comme ça, bon, vous voyez, j'ai le mien derrière, mais de là à expliquer la science des ancêtres sur un hôtel, comment on fait, et cetera, c'est très compliqué. En fait, c'est pas compliqué en soi de faire un hôtel aux ancêtres, mais il y a plein de petites choses que j'aimerais que vous ayez connaissance avant de le faire. Par exemple, le fait qu'on ne met pas de photos de vivants sur un hôtel aux ancêtres, sinon c'est l'occasion de passer l'arme à gauche encore plus vite. Vous n'avez pas besoin de ça. Bref, il y a des petites règles à respecter, etc. Malgré que ce soit en fait, malgré que l'hôtel soit l'occasion d'une grande fête, d'un grand moment de plaisir à créer. Mais effectivement, donc on ne le verra pas en conférence, mais on le voit dans le cours, l'hôtel aux ancêtres est une obligation. Mais sachez une chose, c'est que ça va être un plaisir de le faire et de travailler avec lui. D'ailleurs, je vais vous montrer comment on fait des rituels sur l'hôtel des ancêtres, comment on fait des cérémonies, comment on mène une dévotion, comment on fait des rituels avec vos ancêtres et surtout comment, en tout cas, je vous donne 8 ou 9 méthodes de divination par les ancêtres. Donc, pure magie de campagne. Je vous en dis pas plus. En plus, je le dis. Divination par les os, par les os, hein, on se comprend, divination par les os. Divination par le fil de tissu, par des grains, par les coquilles d'œufs, par énormément de choses. Donc, pure magie de campagne, je vous donne ça. Et je vous montre comment on fait pour travailler que avec les ancêtres. Donc là, vous avez vraiment des réponses personnifiées, personnalisées, juste pour vous et tout. Bref, est-ce que les photos sont nécessaires? Alors oui et non. Au sens où, admettons une famille qui n'aurait, enfin pas une famille, mais vous, quelqu'un d'entre vous, par exemple, qui n'aurait aucune connaissance de ses ancêtres avec aucune photo. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous savez, dans le houdou, on utilise beaucoup d'images. On utilise beaucoup de, voilà, par exemple, on peut faire un hôtel dédié à la force, à la combativité, par exemple, en faisant une dévotion à la statue de Spider-Man ou d'Action Man. Je dis Spider-Man parce qu'Action Man, il y a des gens qui vont peut-être pas connaître, je ne sais pas si ça existe encore. Mais Action Man, voyez-vous. Et on s'amuse à faire descendre un esprit particulier dans une figurine. Donc, il est possible avec les ancêtres, si vous n'avez pas de photos, de les remplacer par des figurines ou par des photos en fait que ça vous évoque, par exemple. Moi, la lignée sorcière, par exemple, je l'ai représentée, alors je vous le dis, voilà, en toute humilité, je m'en fous. J'ai créé, parce que ça me plaisait comme ça, une image avec l'intelligence artificielle. Voilà, d'une photo de famille, un petit peu couleur sépia, comme ça, un petit peu ancien, nanana, avec des grands-mères sorcières dessus, quoi. J'ai adoré cet exercice-là. Et j'ai mis cette photo-là sur l'hôtel. Et pour moi, ça représente cette branche de ma lignée, qui n'est pas directement de sang, enfin si, mais qui remonte à très très loin, ou une lignée spirituelle en tout cas. Donc vous pouvez remplacer par tout ce qui vous plaît. Des objets, des peluches, des symboliques, vraiment des figurines. Amusez-vous. Vraiment, vous n'avez pas idée de ce que vous pouvez faire. Ce ne sont vraiment pas les photos qui comptent dans le culte des ancêtres. Donc, pas de problème. Merci pour vos petits messages pleins d'affection. Donc ça, c'est bon, j'ai répondu. Yes. Merci beaucoup à Michael aussi d'avoir aidé dans le chat. Je ne suis pas au courant, je ne vous vois pas. Céline, donc j'espère que j'essaie de lire dans les grandes lignes. Ouais, donc ça, c'est un petit peu personnel. Attends, je vais lire, on verra. Donc, je regarde ta conférence sur la voix des ancêtres. Je prends conscience que mon besoin de chercher mes ancêtres, mais aussi de savoir d'où je viens, dans mes origines, mine de rien, ça m'aide beaucoup à comprendre qui je suis et je me rends compte de l'importance de savoir. Je me suis liée avec des énergies de cultures différentes, époques, en faisant un test d'ADN pour mes origines. En faisant ma généalogie, j'ai découvert beaucoup de choses sur mes ancêtres, sur plusieurs générations. Les métiers, les histoires, les secrets, mais aussi des événements en lien avec des périodes historiques. Je me suis aussi connectée avec certains ressentis de leur présence. Mais c'est exactement ça. Et j'en parle dans le cours où je parle d'héritage, de généalogie, de choses comme ça, où je vous dis, mais allez voir. Il y a certaines personnes aussi qui vont, par exemple, ça on en voit beaucoup, moi j'en ai rencontré beaucoup, des personnes qui ont une passion pour un pays, on ne s'explique pas. Et dans sa famille, ils sont tous de la même terre, entre guillemets, rien à voir avec cette culture. Ces gens-là sont passionnés. Mais pourquoi? Alors, il n'est pas tant question d'une vie antérieure. Alors, je sais que ça prend souvent le pas sur tout. Dès qu'il y a un truc, on dit « Ah, c'est mes vies antérieures ».
Moi, j'arrive avec mes gros sabots d'ancêtre, je dis: «Non, ceci est votre lignée» et il y a beaucoup de choses d'ailleurs, ce ne sont pas vos vies antérieures, c'est votre lignée qui prend. Et c'est beaucoup mieux d'aller chercher dans votre lignée que dans vos vies antérieures qui sont si subtiles et voilà et c'est très compliqué. La voie des ancêtres, vous aurez une ouverture beaucoup plus grande et effectivement, des attraits pour des cultures, des langues différentes, des choses comme ça. J'ai une autre anecdote là-dessus, voilà, des ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie de rencontrer des personnes qui étaient typiquement françaises, mais je vous avoue que physiquement, j'aurais jamais pensé qu'elles étaient françaises. Alors non pas que le français est un physique de base, je sais pas moi, châtain aux yeux bleus, comme moi, rien à voir. J'ai vraiment pas ce stéréotype-là en tête. Mais les 2 personnes que j'ai rencontrées, il y en a une, elle avait un faciès, très asiatique et la personne a vraiment le teint de peau hâlé. Vous voyez? Mais vraiment, j'aurais donné des origines marocaines ou quelque chose comme ça. Et quand j'ai parlé à ces personnes, donc elles m'ont dit qu'elles étaient purement françaises, donc le nom de famille allait avec et je me suis dit: «Mais enfin, j'ose pas leur demander, enfin voilà, ça fait un peu bizarre», mais j'ai réussi à venir sur la conversation, de dire: «Mais tu as pas» et à chaque fois, il y avait pas d'origine. Par exemple, pour la personne asiatique, il était fan de manga. Il visitait le Japon, une fois tous les 2 ans et cetera. Il était passionné, passionné, passionné de cette culture-là, quoi. Mais pour moi, il avait une tête avec des traits asiatiques. Voilà, je veux pas faire de de discrimination, je sais pas quoi, je vous assure. Il avait vraiment les traits de cette culture-là et il venait d'une lignée purement française. Il y a quand même des choses qui sont étranges. Voilà et cette autre personne, plutôt avec le teint hâlé et cetera, que j'aurais pensé marocaine, apparemment, ça aurait été des origines juives et c'est très drôle parce qu'en fait, dans sa famille, ils sont tous blonds aux yeux bleus. Voilà, donc très origine allemande pour le coup et elle était la seule brune aux yeux bruns avec le teint foncé. Avec sa cousine, excusez-moi et en fait, bah, du coup, la famille rigolait beaucoup de ça en disant: «Bah, voilà, vous êtes les 2 filles du facteur, on ne sait pas trop comment vous êtes arrivées là, vous êtes pas du tout normales dans toute cette lignée de blonds aux yeux bleus, n'est-ce pas?» Mais en fait, ça, voilà, c'est ce qu'on explique par le test d'ADN et donc par la lignée. C'est qu'à un moment donné, il y a eu un mélange. Et pourquoi, enfin, je veux dire, sur peut-être 20 générations plus ou moins, pourquoi c'est vous qui avez ces traits-là, par exemple? Parce que, souvent, plus il va y avoir de mélange, du coup, d'ADN, alors je ne suis pas généalogiste, mais voilà, plus du coup, l'ADN «étranger» entre grands guillemets, qui va porter des gènes bien particuliers d'une autre culture, va devenir ce qu'on appelle récessif, c'est-à-dire, beaucoup moins dominant que les autres. Donc les traits français ou de culture, bien présente dans votre lignée, va prendre le dessus. C'est comme l'histoire des yeux bleus et des yeux bruns, il y a pas de secret, hein. C'est des statistiques, quoi, hein. C'est pas au petit bonheur la chance, quoique, mais c'est très rare. Bref et donc ça, pourquoi ça se réveille à un moment donné chez vous? Alors que c'est sur 5 générations, ils sont blonds aux yeux bleus. Donc ça, il y a quelque chose d'intéressant aussi et cette personne-là, si elle avait fait ce culte des ancêtres, cette recherche, cette pratique de la magie des morts, aurait pu retrouver pourquoi, comment et retrouver aussi la trace de cet ancêtre si proche finalement, je pense. Que voilà, tous les jours, vous vous levez et vous avez ces petites personnes qui vous accompagnent au quotidien, qui vous guident, qui vous protègent, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les ancêtres, ce sont votre plus grande protection. Ça, c'est mon prochain point. C'est qu'il n'existe pas dans la vie, donc dans l'invisible, s'entend, de plus grande manière de se protéger que celle des ancêtres. Comme je vous l'ai dit, vous êtes la prunelle de leurs yeux. Vous êtes le dernier maillon de la chaîne, celui qui va pérenniser la ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes d'une importance, vous n'avez pas idée, quoi. Et puis surtout, ils se mêlent aussi de vos histoires, entre grands guillemets. Enfin, je veux dire, ils sont curieux et ils sont contents de partager des grands moments de vie avec vous. Mais quand ils vous voient pas bien dans des schémas un peu pourris, quand ils voient surtout encore pire les casseroles de la lignée qui se réveillent chez vous. Alors quand je parle de casseroles, je peux parler de schéma toxique, bon bah ça on se dit voilà c'est très, très chiant, mais ça va encore, hein. Mais quand on parle de maladie, là on rigole beaucoup moins, hein. Quand on parle de traumas, qui reprennent corps dans le descendant, c'est encore pire. J'ai vu une recherche qui est parue cette semaine sur, le viol dans les gènes ADN. Ils ont découvert qu'en fait, parce qu'en fait, il y a un gène spécifique au trauma, donc ils ont réussi à trouver ça, en fait, dans l'étude génétique. Ce gène-là, par exemple, dans une lignée où il y a une femme qui a été violée, c'est la petite fille qui va avoir l'activation de ce gène la plus importante dans la lignée. Ce n'est pas la grand-mère, du coup, qui a été concernée par ce viol et ce trauma, ni la fille, elle va en avoir une partie de ce gène qui sera activée, mais pas trop. C'est la petite fille qui va ramasser toute la casserole du trauma qui aura eu lieu. Vous imaginez? Alors, du coup, ce gène-là, quand il est réactivé puissance 1000, comme si le trauma venait d'arriver, ça donne des personnes qui ont des troubles anxieux, par exemple.
Après, ça peut passer par d'autres choses. Troubles alimentaires, addiction, comportements violents, agressivité, psychopathologie inexplicable d'ailleurs, parce que certaines psychopathologies sont aussi héréditaires, mais dans le cas où il n'y a pas justement d'ancêtre qui présente ce tableau clinique, on se pose la question comment ça se fait que elle, cette personne-là, elle a un petit peu cette casserole-là de schizophrénie, de passifs comme ça qui peuvent être très très lourds. Et bien ça, ce sont les ancêtres. Voilà. Et dites-vous que de l'autre côté, en fait, vos ancêtres, donc qui prennent part, enfin en tout cas de loin, quand vous ne pratiquez pas, qui prennent part à votre vie et qui voient ces troubles-là, qui reprennent corps dans le vivant, dans la dernière maillon de la chaîne de la famille et que ça tombe sur vous, bah, sachez que quand vous leur posez une question, vous leur demandez de l'aide, ils sont quand même très, très, très contents de pouvoir interagir avec vous et vous aider. Sachez-le, hein. Parce que ça, on n'a pas envie que ça se transmette dans une lignée. Des schémas toxiques, ça veut dire que le truc va tout le temps se répéter. Il va avoir une existence en lui-même, ça va devenir une entité. Vous voyez ? Et donc vous allez avoir ce schéma, votre enfant va avoir ce schéma, etc. Et puis ça se trouve, à un moment donné, le truc, il va muter, ça va devenir encore pire, ça va devenir des schémas encore plus toxiques, encore plus dangereux. Enfin, vous voyez ? Et donc les ancêtres ont cette première importance de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour elle ? Sachant qu'en fait, si vous ne faites pas appel à eux, ils ne peuvent pas vous aider. Donc la seule chose qu'ils attendent, c'est que vous fassiez appel à eux. Et ce sera donc les personnes qui seront le plus à même de vous aider dans cette situation, mais aussi de vous protéger. Là où un saint fera voilà, son travail parce que vous lui demandez, mais d'une manière peut-être très générale, là, un ancêtre, il agira directement du mieux qu'il peut. C'est ça qui est incroyable. Ouais, voilà, je lis un témoignage qui est concerné par ce que je viens de raconter et c'est particulier. Donc, je ne vais pas partager le nom, je ne vais pas partager l'histoire, même si très peu est dit. Mais effectivement, la petite fille, du coup, est anxio-dépressive. Est-ce lié? Ben, écoute, alors moi, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas m'avancer comme psychiatre non plus. Je ne peux pas faire de diagnostic ni rien. Sachant que les cas, je savais que j'aurais des questions très personnelles, hein. J'adorerais vous répondre. Le problème, c'est qu'au niveau des ancêtres, un cas particulier, comme celui-là ou comme un autre, on ne peut le regarder qu'à la loupe d'un plus grand angle. Vous voyez, c'est une pirouette un peu littéraire, mais votre cas particulier est particulier. Il est individuel. Il n'existe pas d'autres cas comme vous. Vous voyez, donc c'est très difficile de répondre à une telle question. Par rapport voilà, à la réminiscence de ce genre de troubles anxio-dépressifs dans une lignée. On a envie de répondre oui, mais après, voilà, qui suis-je? Moi, je n'ai pas cette légitimité médicale, entre guillemets, je n'ai pas envie d'aller en prison. Mais voilà, je viens d'en parler, donc après, peut-être à explorer cette voie-là peut être intéressant. Mais ça parle, du coup, c'est comme la preuve que ça parle. C'est terrible, c'est terrible. Si au moins ils pouvaient nous refiler des trucs un peu plus cool, mais c'est le cas, hein. C'est le cas aussi. D'ailleurs, je vais en venir à la question qui m'a été posée à propos donc, des personnes qui ont été donc, adoptées ou orphelines. Donc, orpheline signifie que vous n'avez pas de parents adoptifs, que vous avez vraiment grandi seul par vos moyens, vos propres moyens. Donc, on imagine un petit peu la vie que vous avez eue, soit en passant. Donc là, oui, vous pouvez aussi pratiquer les ancêtres. Mais ce qui est particulier chez vous, vous avez de la chance, dans un sens, c'est que pour les personnes qui ont été adoptées, vous allez travailler sur 4 lignées. Voilà, c'est quand même assez merveilleux. Vous portez en vous 4 lignées différentes. Donc, papa, maman adoptif, papa, maman de sang, hein, ceux qui vous ont vraiment mis au monde. Vous allez travailler donc sur votre autel des ancêtres, 4 lignées différentes. Donc soit vous pourrez les séparer un petit peu sans vouloir vraiment marquer la différence parce que finalement, ça fait partie de votre chemin, de votre existence. Donc c'est votre famille. Vous n'avez pas 2 lignées, vous en avez 4. Donc vous avez de la chance et voilà. Et donc ça peut paraître bizarre de se dire pourquoi je mets ma lignée adoptive, c'est pas mon sang. Mais quand on parle d'ancêtres, on ne parle pas forcément d'ancêtres de sang. Attention. Ça peut être des ancêtres qui sont très 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 éloignés, un arrière-cousin germain, etc., de la 3e génération de blablabla. Donc cette personne-là partage peut-être 1% de son sang avec vous, même pas. Mais par contre, au niveau des affinités, ça va être énorme. Et pour une famille adoptive, vous avez donc la lignée de sang qui a composé votre corps physique, j'ai envie de dire, qui vous a apporté votre histoire. D'ailleurs, celle qui fait que vous avez grandi sans vos parents, soit dit en passant. Mais cette famille adoptive vous a éduqué. Elle a éduqué votre mental, vous a transmis des valeurs, vous a nourri, vous a apporté de l'amour, plein de choses comme ça. Donc, ils ont entièrement le droit, c'est à vous de leur donner le droit d'avoir cette place sur l'autel des ancêtres, évidemment. Et ils vous ont aussi,
transmis forcément quelque chose au niveau inconscient, inconscient individuel, collectif, etc., qui vient de leurs ancêtres, etc. Je parle de la famille adoptive. Donc, bien sûr, carrément, vous aurez qu'à cligner, vous êtes chanceux, vous aurez un énorme hôtel. Félicitations. Non, vraiment, c'est du plaisir. C'est du plaisir, c'est quelque chose de malheureux à la base, et pourtant, vous allez pouvoir trouver, je pense, un bonheur immense dans ce drame, entre guillemets, dans cette signature qui a donné votre naissance, celle d'avoir été adopté ou d'être orphelin. Un peu le même cas. Vous avez de la chance, parce que vous allez être béni x4 au lieu de x2. Donc voilà. Avec plaisir pour les réponses aux questions. Moi, je me réjouis aussi de vous répondre, hein. Moi, j'adore les conférences. Alors là, je suis frustrée, je parle à un mur. En fait, il faudrait que je vous montre, mais à la place du chat, j'ai un singe avec un marteau à la main qui me dit something went wrong. Non, mais je m'en fous. J'ai un singe, quoi. Et au lieu de vous parler à vous, je parle à un singe depuis tout à l'heure, pour vous dire quand même. Bref, donc voilà, mais ça m'amuse beaucoup. Je crois que je vais demander un an de congé de travail pour tout apprendre. Bah oui, hein. Bah, je suis désolée, mais en même temps, je partage ma passion dans mon travail, hein. Quand je fais des conférences, je parle de ma passion. Vous verrez tout de suite, si je fais une conférence sur un truc qui m'intéresse pas, ça va se voir direct sur ma tronche. Quand je suis pas intéressée, je suis pas intéressée. Et en fait, mes formations, c'est toujours des choses déjà qui me passionnent. Et des choses aussi qui m'énervent parfois. Ça, il faut le savoir. Je suis quelqu'un d'un petit peu tatilleux parfois. Dans ma personnalité, j'aime bien tatiller quelquefois des petits sujets sensibles. Et là, en fait, comme je me suis aperçue qu'en fait, le sujet des ancêtres n'était pas du tout connu au niveau de la littérature, mais que sensiblement, on essayait peut-être de vous faire de la rétention d'informations, je me suis dit, bah, très bien. Je vais livrer la connaissance sur un plateau. Voilà, c'est ce que je fais toujours. Alors, on se comprend, hein, je ne vais pas galvauder de la connaissance qui est sacrée. Je vais créer le processus autour pour garder cette forme de sacré. Mais je vais toujours en tout cas donner une formation, je vais la structurer pour faire que la connaissance soit transmise de la plus pure possible. Alors, je reste humaine, j'ai des filtres dus à mon expérience aussi, évidemment. J'ai un certain niveau et j'en ai pas un autre qui est pas plus bas, pas plus haut. Donc, beaucoup d'humilité là-dessus. Je fais aussi des bêtises. Je dis des bêtises que après, plusieurs années après ou plusieurs mois, je reviens dessus, je repense et je revois. Je vous le dis pas forcément, mais ça me regarde moi, parce que ça regarde mon chemin, mais je reste en transparence avec moi-même et je suis toujours en évolution. Mais en tout cas, ce que je donne dans les formations, c'est toujours du mieux que je peux, parce que j'aime pas les secrets. Ça, pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne le savent pas encore, j'ai un problème avec ça. Moi, quand j'ai été initiée, j'ai été confrontée à la rétention du savoir, mais puissance 1000. Je ne vais pas parler de cette expérience, parce que ça n'a rien à voir avec nos ancêtres, mais je n'ai pas appris dans des conditions telles que je les donne aujourd'hui dans l'initiation sorcière. Hein. Ce n'est pas du miel et du sucre tout mignon, loin de là. Donc, c'est pour ça que j'ai fait l'initiation sorcière, c'est pour communiquer ce qui, moi, m'a été interdit de savoir. Voilà, et j'ai lutté pour ça, hein, j'ai mis des années. Mais maintenant que je le sais, je le donne. Voilà, bref. Je ne vais pas m'énerver. Pour ceux qui ne trouvent pas l'inscription sur le site, je crois qu'il faut regarder le chat de YouTube. Je n'ai pas accès, mais apparemment il y est. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'ai lu dans un livre sur le houdou que si on n'avait pas de photo, on pouvait mettre les noms, prénoms de nos ancêtres dans un carnet et mettre ce carnet sur l'autel. Super idée, carrément. Je n'y ai pas pensé. Moi, j'étais sur les figurines et tout. Mais oui, rien que les noms, peut-être même des métiers, des anecdotes, des souvenirs, rédiger ça sur des feuilles, créer des objets en fait par vous-même. Peut-être, voilà, si vous n'avez pas connu, admettons, voilà, ça arrive aussi, hein, vous n'avez pas connu un grand-père, un arrière-grand-père, etc. Comment vous le représenteriez? Pourquoi pas utiliser des peluches? Mais je rigole pas, hein, ça n'a rien de innocent, hein, vraiment. Si pour vous la symbolique est forte dans une peluche en particulier, utilisez ça. Parce que peut-être il y a des gens qui connaissent même pas le nom de leurs ancêtres. C'est terrible. Donc à partir de là. Mais vous savez, ça marche dans les deux sens, hein, je vais vous dire quand même. Ce n'est pas. On pense que c'est nous qui faisons le premier pas. Et c'est vrai dans la volonté. Parce qu'à partir de là, c'est à partir du moment où on se dit, OK, je vais travailler avec mes ancêtres, les ancêtres se disent, oh, enfin. Vous voyez un peu le truc? Parce que c'est comme les guides. Ils n'ont pas le droit d'intervenir si vous n'en faites pas la demande. Voilà. Mais dans l'autre sens, il y a quand même quelque chose qui pousse. Vos ancêtres qui disent, ben allez, par exemple là ce soir, bon allez, tu avais un truc prévu, il est 21h, je sais que tu as envie de dormir ou tu as envie de regarder Netflix, mais
Tu vas regarder la conférence. Pourquoi? Peut-être parce qu'eux aussi font un pas vers vous. En fait, ils font un effort. Et dans les cas des personnes qui ne connaissent pas leurs ancêtres, qui ont des situations très particulières et très compliquées, les ancêtres peuvent aussi faire un pas en fait vers vous. Donc même si vous n'avez pas les noms, vous n'avez pas les photos, vous n'avez rien, bah, vous aurez quand même leur présence. Et vous verrez, vous arriverez au fur et à mesure à les imager, les personnifier et à créer quand même le lien avec eux. Donc voilà. J'essaie de reprendre vos questions. J'essaie aussi de regarder si je n'ai rien oublié dans les points que je m'étais notés. Ok. Alors, hop, ça, je vais passer. Très bien. Ben oui, vous m'avez manqué aussi. Et vous m'envoyez des mots d'amour, c'est pas des questions, mais du coup, je peux pas m'empêcher de les lire. Je vous dis, oh, je veux pas lire, mais je crois que c'est un mot d'amour, alors je le lis. Non, mais vous imaginez pas à quel point j'aime ces conférences-là. C'est pas quelque chose qui est facile à faire, parce qu'en plus, je parle à un singe avec un marteau à la main ce soir, donc autant vous dire que c'est pas facile. Même quand le chat est allumé, c'est pas simple de parler voilà, à un mur, hein, de vouloir lire vos réactions, mais en même temps d'être sur tellement de trucs en même temps, avec ce gros risque, quand on fait une conférence, de perdre notre ancrage, parce qu'on parle vite. Donc notre respiration est saccadée, donc on perd notre ancrage dans la tête qui tourne, donc on sait moins ce qu'on raconte. Mais en vrai, c'est un plaisir fou. Un plaisir fou de partager avec vous. Donc là, je suis deg d'avoir mon petit singe au marteau, quoi. Alors, est-ce que nos ancêtres, on peut mettre nos animaux qui ont fait partie de nos vies antérieures en tant que frères, car plus d'affinité avec mes animaux? Alors, j'ai vu cette question-là. Je suis un petit peu embêtée, je vais devoir me positionner et être claire. Alors, là est la liberté d'expression, là encore. Je suis tatilleuse. Ça aussi. Je vais dire une chose. Dans la plupart, je m'appuie en tout cas sur la religion judéo-chrétienne. D'ailleurs, je vous invite pour ceux qui auraient envie de lire le livre La Bible des anges, qui est absolument merveilleuse et qui vous explique le chemin de l'âme humaine, qui s'appuie sur les séphirotes de la Kabbale juive et qui est passionnant et qui vous explique les différentes phases par lesquelles vous passez à chaque incarnation. Donc, je remets en, je le dis, en fait, je me positionne, j'ai beaucoup de mal avec l'idée de la réincarnation des animaux en humains et vice-versa. Parce qu'on n'est pas du même règne. Donc, de base, une âme animale et une âme humaine n'ont pas du tout le même chemin. Après, bien sûr, la croyance t'appartient. Je sais que dans certaines cultures, ça se fait, etc. Moi, ça me dérange énormément parce que je me dis, quand je vois voilà, le chemin de l'âme tel qu'il est dessiné, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Même nous, en fait, on ne sait rien en tant qu'humain. Déjà, ça commence comme ça. Mais vraiment, tel que c'est présenté dans la Kabbale, c'est d'une extrême complexité. Donc, voilà, me dire que non. Me dire que non. Voilà, non. On ne se réincarne pas en animal et vice-versa. Voilà. Bon, imaginez, non, non. Enfin, voilà, je n'ai pas envie d'imaginer. Non, c'est compliqué. Vraiment. Voilà, cette croyance-là, c'est la tienne. Après, si tu peux aller documenter ça pour peut-être remettre en question, voir ce qui vient sans que j'essaie de te persuader, parce que le choix t'appartiendra toujours, mais c'est vraiment une croyance qui me gêne. Et chez moi, dans tout cas, des 12 ans que j'ai étudié ça, et même depuis très longtemps, j'ai jamais été vraiment confrontée à cette croyance, enfin, au sens où elle est de la justification, tu vois, de la logique, de la réalité. C'est très compliqué. Mais en tout cas, je vais répondre à une partie de ta question. Est-ce qu'on peut mettre les animaux sur les autels aux ancêtres? Bien sûr. Alors, un petit truc quand même pour les fans des animaux, je sais qu'il y en a parce que je vous connais, il y en a quelques-uns, que je sais qui sont très très proches des animaux. Au Mexique, notamment, on fait des hôtels réservés aux animaux, s'il vous plaît, madame. Oui. Et moi, je suis assez d'accord avec cette idée. Donc, c'est-à-dire que vous avez l'hôtel des ancêtres qui est en hauteur, qui est à la taille que vous pouvez lui donner. Hein. Il y en a, ce sera un coin de table parce qu'il n'y a pas de place. Il y en a, ça va être un hôtel grandiloquent parce qu'il y a toute la place et que la relation aux ancêtres, c'est vraiment quelque chose de cool et que voilà, bref, plein de choses. Et donc, les animaux ont toute leur place, évidemment, sur les hôtels. Parce que ça a été vos guides, ça a été vos plus proches amis, ça a été vos enfants, parfois. Hein. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Et donc, les animaux ont toute leur place. Sachant, après, c'est une toute autre question que je vais pas aborder ce soir, mais les animaux ne sont pas dans le monde des morts avec les ancêtres en soi. Ça, j'en ai pas parlé d'ailleurs, mais voilà. Donc, bien sûr, vous pourrez mettre les photos des animaux, etc. Et si, bien sûr, évidemment, vous voulez dédier un hôtel uniquement à vos animaux, donc ça, je l'ai mis dans la formation aussi, comment on fait, à quoi ça ressemble, etc. C'est beaucoup trop mignon.
Ça va être un hôtel qui est plutôt au sol, à hauteur des animaux, que ce soit chats, chiens, oiseaux et cetera. Donc là, on va mettre les photos, on va mettre des statuettes qui leur ressemblent. Moi, je l'ai fait, j'ai fait des petites statuettes en argile. Elles sont pas là, c'est dommage, je vous aurais montré. Donc je les ai peintes un petit peu, vous savez, comme le dessin animé Coco. Donc vraiment avec le squelette peint un petit peu à la Dia de los Muertos, absolument magnifique. Et notamment pour, du coup, la fête des morts. Donc, on va donner des croquettes, la pâtée que le chat préférait. On va remettre ses petits jeux, ses petites photos, de la déco. Et moi, en fait, j'ai vu, vous pouvez trouver sur Internet beaucoup de vidéos de la Dia de los Muertos si vous tapez Animales. Peut-être que vous allez trouver du contenu. Et moi, ça m'a en fait beaucoup ému. Ça m'a beaucoup ému de voir tous les hôtels aux animaux que les gens faisaient. C'était tellement beau et mignon. J'ai adoré. Donc voilà. Mais si vous n'avez pas trop de place, vous pouvez mettre avec vos ancêtres. Il n'y a aucun souci. Eh ben oui, ouais. Ah! D'accord, très intéressant. Donc oui, il y a des questions, je peux pas trop les lire, c'est très perso. Donc je vous le dis, pour ce qui est de la formation donc on est centré vraiment sur, la connaissance, donc autant voilà, vraiment vous donner cette autonomie-là. Hem, Ce n'est pas une formation qui est centrée précisément sur la guérison de la lignée. Mais, je mets un mais, parce que je ne peux pas m'en empêcher que d'en parler, bien sûr, évidemment. J'ai pas pu mettre ce cas de côté, même si c'est tellement touchy, c'est tellement sensible que j'aurais voulu, mais je ne peux pas. Donc, je vous ai mis des rituels sur la guérison de la lignée, sur certains cas, sur comment on faisait, etc. Mais sachez une chose, c'est que si votre cas, qui est de toute façon très personnel et individuel, qui est au regard de l'histoire de votre famille, de l'histoire de votre vie individuelle et de celle de vos parents, donc à quel point vous dire qu'on remonte petit à petit, on peut y répondre que d'une manière individuelle, en regardant vraiment votre histoire. Donc je ne pourrais pas répondre à ces questions-là. Vraiment, j'aurais adoré, mais moi j'ai besoin d'informations en fait dans le sens. Tellement d'informations que je ne peux pas faire en direct. Par exemple, dis-moi, voilà, dis-moi, donne-moi des informations personnelles sur ta famille. Non, pas du tout, hein, j'ai pas envie. Donc ça, je le dis dans la formation, s'il y a des personnes qui veulent aborder ce sujet, on peut le faire dans les espaces thérapeutiques que je propose. Donc là, c'est en individuel, c'est en face à face, en visio, en présentiel, comme vous voulez, où là, on va vraiment voir des questionnements, des problématiques vraiment individuelles et personnelles, au regard de votre chemin, de votre lignée, etc. Mais autre, je ne pourrais pas le faire dans un groupe. Même si du coup, ça pourrait parler à tout le monde, c'est génial, mais pardon. Mais les questions sont tellement personnelles, des fois que j'ai pas trop envie de les aborder comme ça en conférence. Donc voilà. J'ai une question pour l'autel aux ancêtres et la photo IA de ta lignée de sorcière. Est-ce qu'on peut mélanger différentes croyances sur l'autel, par exemple des pieux et des païens? Je ne sais pas si c'est très clair. Alors oui, 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 c'est très, très clair. C'est une question très, très compliquée parce qu'effectivement, l'autel des ancêtres, normalement, ne vous appartient pas, au sens où ce n'est pas votre hôtel. D'ailleurs, je le précise dans le cours, pour les plus païens d'entre vous, je sais qu'il y en a plein, et pour tous ceux qui refusent Dieu dans leur vie, donc il y en a encore plus, ce qui est entièrement normal. S'il vous plaît, n'allez pas coller des pentagrammes sous le nez de votre arrière-grand-mère qui était pieuse comme pas permis. Ça, je le dis toujours, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Alors, je sais que ça va vous fondre le cœur, à défaut d'autre chose, d'aller acheter un chapelet pour le mettre sur l'autel de vos ancêtres, parce que vous leur offrez ça, parce que c'est important pour eux. Mais je vous assure que c'est de première importance, quoi. N'allez pas coller des objets païens à une lignée de famille qui est catholique, quoi. Ce serait un drame, vraiment. Et après, c'est vrai que, alors, faut voir vraiment si l'autre partie de la famille, entre guillemets, est vraiment païenne, hein. Est-ce qu'ils sont païens? Est-ce qu'ils sont agnostiques ou est-ce qu'ils sont athées? Ah, c'est un peu ça la question qui est embêtante. Dans ce cas, oui, essayez de séparer, on va dire, droite-gauche. Vous mettez à gauche les païens, vu que c'est le mal, c'est la sinistra, n'est-ce pas? Non, non, je rigole, c'est de l'humour, hein, mais voilà, mettez les mettez les catholiques à droite, en gros, et les païens à gauche, voilà, par exemple. Et voilà, vous expliquez. Si au pire, ils essayent de se rentrer dedans, parce que ça peut arriver au niveau énergétique, des fois, on peut sentir un peu des tensions entre ancêtres. Enfin, entre ancêtres, j'ai un doute, mais c'est déjà arrivé que plusieurs hôtels dans une même pièce, ça grésille un petit peu, vous voyez, parce qu'ils sont pas contents. Bah là, vous remettez pardon, le cadre direct en disant, écoutez, c'est comme ça, hein. Il y a une lignée qui était juive, il y en a une autre qui est catholique, au milieu, c'est les païens. Bon, à un moment donné, on fait ce qu'on peut. Après, est-ce que dans le culte païen, on est obligé de coller un pentagramme? Le pentagramme est relié à une magie
planétaire, hein. Ça, on se le note quand même, hein. Si vous travaillez avec des divinités, par exemple, vous êtes helléniste, ou vous travaillez uniquement avec des panthéons, le pentagramme n'est pas une obligation, hein. Ça, j'ai souvent vu qu'il y avait un petit flou par rapport à ça. Le pentagramme, donc le pentacle, l'objet s'appelle un pentacle, la forme géométrique s'appelle un pentagramme, relie les 5 éléments. C'est de la magie terrestre, pas divine. Pas vraiment en tout cas, hein. Donc voilà, est-ce qu'il y a vraiment besoin de coller un pentagramme ou est-ce que c'est OK si on colle des divinités? Les divinités, comme il y a par exemple au-dessus, là, les petites statuettes, alors tout est à l'envers là-dedans, mais droite-gauche, c'est OK, ça peut encore passer. Vous voyez, c'est pas une tête de bouc avec un pentagramme à l'envers dessus. Vous voyez ce que je veux dire? On peut peut-être pas obligé d'aller jusque-là. Voyez, mais sinon, séparer un peu, expliquer. Donc voilà. J'ai placé des représentations de divinités indiennes et d'autres chrétiennes pour les 2 lignées. Comment constater les problèmes de grésillement? Les problèmes de grésillement, tu le sentirais. Donc, moi, je pense que puis non, ça a été, divinité indienne et chrétienne, ça va, c'est pas non plus, d'autres, guerres de religion, voyez-vous? Ça peut aller, ils peuvent s'entendre. Quand je dis que ça grésille, vous le sentez direct, hein. Vous rentrez dans la pièce, vous avez la migraine. Ça va pas, quoi. Il y a des objets qui tombent, c'est un peu le bazar, vous vous sentez pas bien, énervé. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois d'avoir la migraine, la tête comme ça. Là, vous savez qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, si vous avez plusieurs hôtels en même temps, éteignez-les. Après, si c'est que l'hôtel de vos ancêtres qui fait des siennes, là, vous savez. Donc, vous calmez le truc. Après, il suffit de dialoguer, hein. Vous saurez dialoguer avec vos ancêtres, vous verrez, c'est très, 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 très simple. Question peut-être trop poussée. Tu penses qu'un grand-père décédé peut déjà se réincarner en arrière-petit-fils? Oui, bien sûr, ma chère dame, pour une raison simple et très humaine, qu'on ne se rend pas forcément compte. Après, je vais doucement finir la conférence parce que ça fait pas mal. Je pense que vous allez avoir la tête comme ça, du coup, vous allez vous-même grésiller. Il faut noter une chose, c'est que... je vais prendre un exemple. Ceci, voilà. Un objet tout à fait catholique que beaucoup de païens vont détester, pourtant il est quand même assez magnifique. Voilà, vous voyez ceci, donc c'est Jésus crucifié sur sa croix, ok? Donc ça, le premier bâton, hop, ça représente la notion de temps. Voilà, ça, là, vous voyez, ça représente la notion d'espace. Donc, attendez, notion d'espace et de temps. Voilà, donc ça, c'est Jésus crucifié dans la condition humaine, qui est l'espace et le temps, et qui s'est sacrifié pour racheter nos âmes. Bref, ceci est pour le côté historique. Donc, nous humains sommes les seuls à avoir cette notion de temps et d'espace, ok? Au-delà de la mort, comme dirait la première incantation, il n'y a ni notion de temps ni d'espace. D'ailleurs, je vais vous dire une chose qui peut paraître assez impensable et qui pourtant il faut envisager, c'est que dans l'au-delà, dans l'invisible, appelez ça comme vous voulez, tous les ancêtres existent en même temps. Parce qu'il y a aussi cette question de se dire, mais est-ce que je peux prier un ancêtre qui a été qui s'est réincarné? Par exemple, pour répondre à ta question, donc oui, un arrière-grand-père ou même un grand-père qui vient de passer de l'autre côté peut tout de suite revenir se réincarner. Vous le verrez dans la Bible des anges, pour ceux qui liront le livre, il l'explique très bien, une âme qui veut évoluer très très vite va enchaîner les vies sans prendre de repos entre les deux, d'accord? Mais, alors du coup, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas prier cet ancêtre parce qu'il est déjà réincarné? Eh bien si, parce que si vous admettez qu'il n'y a pas de notion de temps et d'espace dans l'au-delà, dans l'invisible, donc dans le monde des morts, qui est un monde particulier, qui n'est pas le paradis, qui n'est pas l'enfer, qui est d'un entre-deux assez haut en vibration en soi, qui ne fait pas partie des âmes errantes, je le répète, tous les ancêtres existent en même temps. Alors, ça peut être difficile à penser, en fait, dans une pensée humaine, de se dire, mais attends, ça veut dire que celui qui n'est pas encore né, il existe déjà là-bas comme s'il n'en était pas parti? Oui. Celui qui est mort il y a 150 000 ans et qui s'est réincarné 10 fois est encore là-haut? Oui. Ce qui signifie aussi que dans une certaine forme, c'est une réflexion que j'aime me faire, c'est que vous aussi, dans une certaine forme, vous êtes des ancêtres. Vous appartenez à une lignée, une certaine part de vous, de votre âme en tout cas, a vécu plusieurs générations, a eu des enfants, donc une lignée. Vous êtes vous-même des ancêtres dans une certaine forme. Ça paraît tiré par les cheveux, mon truc, et pourtant, ce n'est pas du tout. Donc en fait, ils existent tous en même temps. Donc même un ancêtre qui vient de se réincarner, il est possible de travailler avec lui, de le prier, de lui demander son aide et il interagira parce qu'il n'y a pas de notion de temps et d'espace. Tout existe en même temps dans l'invisible. C'est très très complexe, c'est particulier de se mettre ça dans la tête quand on n'a pas l'habitude, mais pourtant. Ouais, donc voilà. Ben oui, en fait, le chemin d'âme, vraiment, ça dépend. Il n'y a pas besoin forcément d'énormément de repos entre deux vies. Au contraire, des âmes qui veulent apprendre très très vite, elles vont enchaîner.
Après, des âmes plus vieilles vont avoir plus de repos, ils vont pouvoir aussi se permettre de prendre du temps pour se reposer, envisager d'autres vies, comment, etc. Ça va vraiment dépendre. Et ça, moi, je vous avoue que j'ai aucune prise là-dessus parce que j'en reste à ma condition humaine. Et voilà quoi. Voilà. Donc, il est 21h15, ça fait pas mal. 1h15, c'est beaucoup. Je vous ai donné beaucoup d'informations comme d'habitude. Je bombarde, j'essaie d'en donner le plus possible, sachant que la première intention pour moi était vraiment de vous communiquer cette passion pour les ancêtres. Donc, donner pas mal d'informations, vous montrer à quoi ça ressemble, vous donner envie aussi d'entrevoir tout ça, d'avoir toutes ces couleurs, cette vie, cette relation aussi vraiment de proximité avec des esprits. C'est quand même chouette, c'est quand même particulier et c'est rare. Moi, c'est quelque chose qui me touche au plus haut point, qui est très intime. Et cette conférence, comme cette formation, c'est pour moi un devoir de mémoire, en fait. Un devoir, en fait, une sorte de remerciement envers mes propres ancêtres, pour qui je suis, pour ce que je fais, pour toutes les possibilités que j'ai dans la vie. Bon, pour les drames, un peu moins, mais on se comprend. Mais vraiment pour tous les cadeaux, pour tout ce que ça m'a donné, pour le corps que ça m'a donné, qui est endurant, qui a de la force, qui est beau, on se comprend. Je ne vais pas me jeter des fleurs, mais j'en suis ravie parce que sur mon visage, quand je me regarde dans le miroir, je vois mes autres lignées. Je reconnais mes yeux bleus, je reconnais ma couleur de peau qui vient de ci, de là. Je reconnais beaucoup de choses, la forme de mon nez, voilà, qui est très particulière. Et ben j'aime ça. Et en fait, ça, c'est beau. Et ça, en fait, il n'y a pas que le physique, il y a le psychologique aussi, des mauvaises habitudes, des façons de penser, des automatismes, mais aussi beaucoup de talent, beaucoup de dons, beaucoup de potentiel. Et ben tout ça, en fait, c'est mes ancêtres. Et ce genre de formation, le métier que je fais aujourd'hui, si mes ancêtres n'avaient pas été là, malgré que j'ai l'impression de venir d'une famille moldue tout en sachant que ce n'est pas vrai, clairement, j'en serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas à proposer ce genre de formation, par exemple. Et donc, cette formation, c'est aussi pour moi un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire qui est en fait de la plus grande importance. C'est vraiment un devoir pour le coup. C'est pas juste un honneur, juste un remerciement. C'est pour moi un devoir que de communiquer à propos de toutes les lignées de tous les ancêtres. Donc par mon devoir de mémoire à moi, de mes ancêtres, j'honore par-delà toutes vos lignées en fait. Tous vos ancêtres, tout ce qui a été donné, tout ce qui a été rêvé, espéré, prié au plus haut point et qui a donné aujourd'hui le fruit de qui vous êtes en fait. Donc voilà, tout ça, c'est très intime. Ça touche à ma foi, ça touche à ma pratique, ça touche à des choses que j'ai mis beaucoup de temps à découvrir, à apprendre. Donc c'est vraiment un chemin personnel, un sacerdoce, une passion, je le répète. Et donc, c'était important pour moi de vous le communiquer ce soir. Donc, que j'ai réussi ou pas, que cette conférence vous ait plu ou pas, que vous ayez encore des questions ou beaucoup d'autres choses, etc. Et ben moi, ça me va en fait. Voilà. Pour moi, j'ai fait mon travail. J'espère vraiment vous avoir apporté beaucoup d'informations. Vous avez beaucoup appris ce soir. Qu'il se passera de belles choses pour vous surtout. Que même, voilà, que vous fassiez de la formation, bah, c'est génial pour vous. Moi, vous savez, je suis toujours à disposition. Du moment que vous aurez des questions, vous m'écrivez, je réponds direct. C'est ce que je dis. Hein. C'est pour ça que je prends 20 personnes et pas plus, parce que je connais ma limite. Voilà. Là où je gère plus, en fait. Et, mais même si vous ne faites pas cette formation, en fait, rien que cette conférence, vous êtes encore 37 après 1h15 de conférence. À un moment donné, vous étiez 50. Voilà. Et ben moi, ça me suffit, en fait. Je me dis, mon taf, il est fait. Et ces 37 personnes-là qui sont encore là, un grand merci. Et celles qui sont parties ou celles qui verront jamais cette conférence, bah, bon, tant pis pour elles, mais vous aurez appris des choses, ok? Il va vous rester quelque chose de ça, en fait. Et moi, pour moi, c'est le plus important. Et d'ailleurs, ça va même peut-être rester inconscient, parce que sachez-le, vous allez en oublier la moitié. Si vous allez déjà retenir 40% de cette conférence, c'est énorme. Ça veut dire que vous avez un taux de concentration énorme. Et j'ai 100% de doute à 21h le soir, comme ça, après le travail ou après votre journée. Donc voilà, vous allez oublier beaucoup de ce que vous avez appris ce soir. Néanmoins, beaucoup va rester dans votre inconscient et tout ça, ça va travailler. Donc ça aura quand même fait son œuvre. Voilà. Il va quand même se passer des choses sûrement pour vous et j'en suis ravie. J'espère que vous pourrez profiter en toute sincérité de leur humour plus que douteux, de leur présence dont on se passerait bien ou de leurs avis, parce que parfois ils aiment bien donner leurs avis alors qu'un guide ne ferait jamais ça, un esprit ne ferait jamais ça. Mais un ancêtre, pas de problème, hein. N'hésite pas à donner leurs avis. Alors quand vous vous rappelez de vos vieilles tantes qui avaient des vieux caractères à la mort moelleux, eh ben sachez que c'est cette petite pointe d'amour qui va vous relier. Vous verrez, c'est absolument adorable. Voilà.
Toujours aussi captivante, merci. Bah, merci beaucoup, c'est beaucoup de compliments là, je vais devenir toute rouge, donc je vais finir le live. Voilà, je vous remercie vraiment beaucoup, 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 pour votre arrêtez de me remercier, je vous lirai plus tard. Voilà, je veux pas lire. Non, vraiment, c'est, et un grand, grand, grand merci du cœur. Vraiment, c'est énorme à chaque fois. Donc, j'espère faire d'autres lives. Et d'ailleurs, si vous avez des sujets que vous avez alors m'écrivez pas là où il y a le singe qui porte son marteau là. Écrivez-moi sur Messenger si vous avez des idées de conférences que vous avez envie que j'aborde, voire même des points un tout petit peu plus tatilleux, où je m'énerve. Pas de problème, avec grand plaisir. Moi, j'adore. Sauf que la prochaine fois, j'aimerais bien vous parler en direct. Voilà, c'est la seule différence que je voudrais. Voilà. En tout cas, un grand, grand, grand merci pour votre présence.